Bonsoir à tous, quatrième numéro ce soir de Dispute en Doom, l'émission de débat, de confrontation des idées sur votre nouvelle chaîne Noah, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine. Et cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez intervenir via les réseaux sociaux, participer à l'émission en réagissant. Alors nous allons répondre ce soir à cette question. Les chasseurs sont-ils des amis ou des ennemis de la nature? Pourquoi cette question ce soir? Eh bien tout simplement parce que la réforme de la chasse qui a conduit Nicolas Hulot à la démission est en pleine discussion, parce que les chasseurs ont lancé il y a quelques jours une campagne de publicité où ils se présentent comme les premiers écologistes de France, et puis parce que tout simplement la chasse est ouverte en Nouvelle-Aquitaine depuis le 9 septembre. Alors pour en parler ce soir, nous avons donc 4 invités. Bonsoir Guy Guédon. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine. En face de vous, Dominique Chevillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur national de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Vice-président. Vice-président. LPO France. Luc Servant, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Et Klaus Waldeck, vous êtes le président de Poitou-Charentes Nature Environnement. Merci à tous les 4 d'être là. D'abord un mot, Guy Guédon, à vous, puisque le thème c'est la chasse et que vous êtes le chasseur ce soir de la soirée. Un constat. La chasse, en l'espace de 40 ans, a vu ses effectifs divisés par 2. On est passé de un peu plus de 2 millions de chasseurs en France à peine un peu plus d'1 million aujourd'hui. Pour quelles raisons la chasse aujourd'hui a vu les effectifs de chasseurs diminuer à ce point? Alors à ce jour, nous sommes 1 120 000 exactement, donc en pointage fin août. Donc les effectifs ont effectivement diminué de moitié. Bon, il y a des phénomènes sociétaux d'abord, dans le sens que la chasse, c'est d'abord une activité, un loisir du monde rural, dans lequel il y avait bon nombre d'agriculteurs qui chassaient, leurs familles également, et c'était aussi le principal loisir. Vous savez, quand on habitait nos campagnes il y a 40 ans, il y avait l'équipe de football locale, et puis il y avait la partie de chasse avec la famille et les voisins. Et puis de temps en temps, on allait au village local pour aller au cinéma. On va donner quelques chiffres. Dans notre région, environ 210 000 chasseurs, 210 000 chasseurs en Nouvelle-Aquitaine. On va osciller entre 200 et 210 000 chasseurs dans la mesure où les validations de l'année en cours ne sont pas encore terminées. La Gironde est le plus important département de France en termes de chasseurs, 40 000. Avec un peu plus de 40 000 permis. Voilà, et 14 000 par exemple dans la Vienne. Dominique Chevillon, est-ce que c'est aussi, je pose la question à tous nos invités, peut-être parce que la pression qui s'exerce aujourd'hui dans l'opinion publique contre la chasse conduit aussi certains chasseurs à arrêter, parce que peut-être que c'est une image aujourd'hui difficile à porter? Je ne sais pas, je laisserai les chasseurs répondre sur ces questions, mais il y a des évolutions sociétales, vous le dites, elles sont réelles. La société accepte de moins en moins certaines actions qui hier étaient des actions acceptées par cette société. Et puis il s'est passé quelque chose d'extrêmement important, c'est que les milieux naturels, et notamment les milieux agricoles qui constituent 80% des milieux naturels de notre pays, ont subi des transformations majeures qui ont eu des conséquences essentielles sur les espèces, mais avant les espèces, sur les milieux qui ont été modifiés, les haies qui ont disparu, le bocage a disparu, etc. Je crois qu'on y reviendra. Donc il y a une évolution considérable des milieux et il y a effectivement une vue de la société qui s'est modifiée et qui aujourd'hui se radicalise un peu sur le sujet. Et les associations de protection de la nature, dont nous faisons partie, n'y sont pour rien. C'est une vraie évolution sociétale. Alors moi, je vous propose de voir un exemple de ce que vous disiez. La chasse, ça reste un loisir souvent rural et en famille. Regardez, on a suivi à l'occasion de l'ouverture à Massignac, en Dordogne, un père et son fils à la chasse. Là, on va partir avec les chiens pour essayer de trouver les sangliers. L'ouverture de la chasse, un moment tant attendu par Pascal et Thibaut Étier, chasseurs de père en fils. À 26 ans, Thibaut chasse depuis 10 ans déjà. 6 mois qu'il guettait ce moment, partir en forêt à la recherche de gros gibier. C'est surtout l'occasion de se retrouver en famille, car chez les Étier, la chasse coule dans leurs veines. Ensemble, avec patience, ils sont à l'affût des sangliers. Ça peut durer la journée, sans problème. Et arriver le soir, être bredouille, hein, et en avoir vu. Faut suivre Bruno. On suit Bruno? Ouais. Ah bon, allez, on continue lui. Mais Pascal le déplore. La chasse, une tradition familiale de moins en moins suivie.
Nos jeunes dans les campagnes s'en vont du côté de la ville pour faire les études, pour vivre leur vie. Et tout ça, ça fait que la passion de la chasse et familiale disparaît. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'ils étaient plus de 50 000 chasseurs en Dordogne dans les années 50, ils sont à peine 20 000 aujourd'hui. Alors on vient de dire que souvent les chasseurs étaient des agriculteurs, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Luc Servant, j'ai lu qu'en fait les agriculteurs représentent 8% des chasseurs, les cadres et les professions libérales 36%. Je crois qu'il y a effectivement une évolution aussi. Alors, il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les campagnes. Tous les ans, on perd, hélas, un certain nombre d'agriculteurs qui étaient, pendant très longtemps, je pense, une part importante des chasseurs. Et aujourd'hui, dans les agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux, il y a aussi de moins en moins de chasseurs parce que les modes de vie sont un peu différents aujourd'hui. Les agriculteurs aussi souhaitent passer du temps en famille le dimanche, peut-être moins qu'auparavant. Et donc, on explique comme ça quand même une baisse importante du nombre d'agriculteurs chez les chasseurs. Alors, ça pose aussi une autre question, parce que la France est le pays d'Europe où l'on chasse le plus. Klaus Waldeck, vous êtes allemand. On sait par exemple qu'en Espagne, il y a à peine 1 million de chasseurs, 700 000 en Italie, beaucoup moins en Allemagne. Beaucoup moins en Allemagne. On peut dire qu'il y a peut-être un tiers, quand on compare les chiffres bruts, et dans un pays où il y a plus d'habitants, un peu moins de surface, mais c'est vrai, les chiffres parlent et renvoient à l'histoire. L'histoire de la chasse n'a pas été la même. La relation entre la noblesse, la chasse en France et en Allemagne n'a pas été la même. Je peux vous dire, moi, en tant que jeune, je n'étais quasiment jamais en contact avec la chasse, sauf parce que j'avais un camarade de classe qui, lui, avait un père qui faisait partie d'un groupe de chasseurs, mais ça se faisait un petit peu discrètement. Alors, il y a peut-être aussi une autre question, c'est le coût tout simplement de la chasse. J'ai lu dans une étude très sérieuse que le coût d'une saison de chasse, c'est environ 2 800 à 3 000 euros. Et qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est le déplacement pour se rendre sur les territoires de chasse quand on ne chasse pas uniquement dans sa commune, la restauration évidemment, et tout un tas de coûts afférents, les permis, les munitions, etc. C'est vrai que ça coûte cher aujourd'hui, Guy Guédon, la chasse ? Alors, la chasse est un loisir qui demande certains moyens, mais ce n'est pas forcément le cas, principalement dans notre région du sud de la Loire, donc qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. On est dans une région de sociétés de chasse communales et d'ACCA, donc d'associations communales de chasse agréées. Ça veut dire que dans ces territoires-là, la location du territoire n'est pas très élevée, voire souvent gratuite, même qu'on se retrouve sur des territoires forestiers. Ça, c'est une particularité de notre espace de Nouvelle-Aquitaine qui fait que le coût de la chasse en Nouvelle-Aquitaine représente dans la même étude environ 1 700 euros. Alors, bien entendu, dans ces coûts sont intégrés tous les frais de déplacement, les frais de voiture, les frais de repas, les divers frais. Donc, ça peut représenter un budget, mais bon, on va dire aussi que la saison de chasse, c'est du mois de septembre jusqu'au mois de février ou mars, plus éventuellement tout ce qui va être la partie aménagement de territoire, parce que là aussi, ça mobilise tous les bénévoles de la chasse, parce qu'aujourd'hui, sur 1 120 000 chasseurs, il y a environ 500 000 bénévoles actifs qui sont recensés, ce qui représente aussi un temps de 78 heures de bénévolat par chasseur. Et cette partie d'action en faveur des territoires, en faveur de la biodiversité, on y reviendra tout à l'heure. Eh bien, ça fait partie du coût de la chasse. Un tout petit point par rapport à cela, toutes les enquêtes qu'on a pu conduire posent la question du financement. Ça nous arrive qu'en 4e ou 5e position par rapport aux éléments qui ont fait qu'on arrête de valider son permis de chasser. Alors, on va parler de cette réforme qui est en cours de discussion. Emmanuel Macron, avec François Fillon, est le seul candidat à l'élection présidentielle qui est allé au printemps 2017, même à la fin de l'hiver 2017, en pleine campagne, assister à l'Assemblée générale de la Fédération des chasseurs. Il est venu et depuis, il apparaît comme un
président favorable aux chasseurs, au point d'ailleurs qu'on se souvient de la présence de Thierry Coste lors de la fameuse réunion à l'Élysée qui a conduit à la démission de Nicolas Hulot. Thierry Coste qui est présenté comme le lobbyiste de la chasse en France. Il dit lui-même que c'est la première fois qu'il voit un président qui porte un intérêt majeur pour la chasse. Alors est-ce que vous avez enfin à l'Élysée un président favorable aux chasseurs ? Aujourd'hui, je pense qu'on a un président qui est très favorable au monde de la chasse et à la ruralité. Ensuite, on verra dans la durée. Il s'est déplacé lors du congrès en période électorale. Vous savez tous comme moi ce que ça veut dire une période électorale. Il est vrai aussi qu'Emmanuel Macron a tenu les engagements qu'il avait donnés au printemps de l'année 2017. Alors aujourd'hui, son accueil est bon. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est qu'il a une connaissance du dossier très approfondie qui surprend même les représentants des chasseurs lorsqu'ils le rencontrent. Dominique Chevillon, vous avez l'impression qu'aujourd'hui à l'Élysée, il y a un partisan de la chasse ? Alors, écoutez, nous avons été assez choqués. Je rappellerai que la LPO n'est pas une association anti-chasse, puisque la LPO a comme statut, et sur le plan de l'objet, agir pour la faune sauvage, l'oiseau, la nature et l'homme, lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation. On rappelle, vous avez votre siège à Rochefort, en Charente-Maritime. Et on travaille sur les différentes espèces, en particulier celles qui sont rares, menacées. On les restaure avec des financements européens notamment. On fait découvrir aimer les oiseaux. Et on a également beaucoup d'actions vers la jeunesse. Donc on n'est pas anti-chasse, je le dis. Et j'ai vérifié avant de venir l'emploi du temps de notre directeur général. Nous avons 400 salariés sur toute la France. Et de mon président, Alain Bougrain-Dubourg, sur les 3 mois. Alors que l'activité a été particulièrement forte dans le domaine de la chasse, l'actualité, vous l'avez rappelé, ce n'est que 3% du temps qu'ils ont consacré à la chasse. Mais c'est là que peut-être on vous entend le plus. Alors, par contre, donc nous ne sommes pas anti-chasse. Par contre, sur la chasse, nous avons des positions extrêmement déterminées et nous sommes des gens d'action. Donc, si vous voulez, nous avons une visibilité qui est assez forte. Mais vous n'avez pas répondu. Emmanuel Macron, il est pro ou anti-chasse ? Nous avons été très choqués, pour tout vous dire. Et quelque part, que Thierry Coste, qui, lors de l'Assemblée générale, embrassait M. Macron, ça a été vu sur toutes les antennes, bon, c'est une chose, mais ensuite, il a fait des déclarations qui nous ont choqués. Une déclaration, je n'ai pas de morale, je défends des gouvernements alliés de la France qui parfois ont des comportements douteux au niveau des droits de l'homme. Et je dois dire que pour nous, ça préjuge et ça préjugeait d'un sort réservé à la chasse qui était sans commune mesure avec ce que nous avions connu. Donc je le dis, je ne suis pas certain aujourd'hui que l'image de la chasse pour laquelle nous avons des rapprochements et nous avons des points communs sur certains dossiers, on va le voir, et on les a eus avec M. Guédon sur des sujets, donc on travaille ensemble, on travaille déjà ensemble. Je ne crois pas, si vous voulez, que cette situation est favorisée, je dirais, des lendemains qui chantent. En tout cas, on l'a pris quand même, on l'a eu un peu saumâtre, si vous me permettez l'expression. Alors Guy Guédon, on dit que c'est aujourd'hui la Fédération des chasseurs qui a rédigé la réforme que défend Emmanuel Macron. Ça, c'est pas totalement vrai. C'est vrai à 90%. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour avoir été assez près donc, de la Fédération nationale, dont je suis aussi administrateur, depuis le mois de mai, fin mai, début juin, des rencontres hebdomadaires ont eu lieu avec le cabinet, voire à plusieurs reprises, et les allers-retours, les temps de réunion et les temps de rencontres ont été nombreux. Ce qui fait que... probablement qu'une grande partie des bases ont été traitées par les chasseurs du fait que c'était nous qui avions demandé. La revendication de la division par 2 du prix du permis national passé de 400 à 200 euros, ça c'est une vieille revendication des chasseurs pour essayer d'abaisser justement le coût dont on parlait tout à l'heure. L'objectif, c'était pas d'abaisser forcément le coût à tout prix, c'était simplement de récupérer une partie de l'argent que les chasseurs payaient. Depuis l'année 2000, la redevance nationale payée par les chasseurs était de l'ordre de 78 millions d'euros
à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc c'est pas particulier, c'est pas contre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que nous en voulons. C'est tout simplement que ce montant d'argent correspondait à une mission qui leur était affectée en particulier, qui était la gestion du gros gibier et des dégâts de gros gibier. On en parlera tout à l'heure. Oui, mais sauf que aujourd'hui, depuis 2000, ce sont les chasseurs qui, en plus de leurs redevances, payent de leur denier tous les dégâts de gros gibier. Donc, il était juste et normal que nous revendiquions une partie de cet argent qui, finalement, était pris. Klaus Wallek, je donne la parole juste après, mais juste pour qu'on comprenne l'esprit de la réforme, parce que là, on a parlé d'une mesure en particulier, mais la réforme, elle a un point important, c'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, regardez le reportage de Cécile Gauthier. En France, 64 espèces d'oiseaux sont chassables. C'est 4 fois et demi de plus que dans la majorité des autres pays européens. La gestion adaptative, évoquée dans la réforme Macron, tendrait à étudier les effectifs avant de déterminer un nombre de tirs autorisés. Une bonne chose pour le président de la Fédération de chasse de Haute-Vienne. On prélève souvent sans savoir ce qui va rester, etc. Là, on va nous dire il va y avoir des comptages, aussi bien nous au niveau de la chasse que les organisations ONG comme la LPO qui fait des comptages. Donc, en fonction de ça, on s'autorisera un prélèvement adapté, justement. Le problème, c'est que sur les 64 espèces actuellement chassables, plus de 20 sont des espèces menacées qui ne devraient pas être chassées selon les associations de protection de la nature. Si une gestion adaptative globale était réellement mise en place, les chasseurs risqueraient d'y laisser quelques plumes. Si effectivement on se met autour de la table, on fait des constats partagés sur l'état de santé des populations gibier, alors pour nous les oiseaux, et qu'on s'interdit la chasse aux espèces effectivement au statut défavorable, beaucoup d'espèces ne seront plus chassables dans quelques temps. Oui, mais voilà, pour le moment, cette gestion adaptative ne concerne que 6 espèces. L'oie cendrée, le fuligule milouin, la tourterelle des bois et le grand tétras, espèces déjà chassables. Mais également le courlis cendré et la barge à queue noire pour laquelle la chasse était jusqu'alors suspendue. La mauvaise nouvelle est donc bien pour les défenseurs de la nature. Alors, vous savez que vous pouvez interagir avec nous pendant cette émission via nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. D'ailleurs, un commentaire. Alors, vous allez voir, il est tout en nuances. La chasse est une honte à notre époque. Voilà, Guy Guédon, j'imagine que vous n'êtes évidemment pas d'accord avec cette affirmation. Ça n'appelle même pas de commentaire. Ça n'appelle pas de commentaire. Alors, si vous permettez, oui. Comme M. Guédon ne commente pas ce point-là, j'aimerais sur l'écriture de la réforme, vous voulez dire compléter un tout petit peu le premier point abordé tout à l'heure. Comme vous avez demandé qu'on compare ce qui se passe en France et en Allemagne, parce que vous avez ensuite posé la question sur le plan financier. Et là, il faut dire qu'en Allemagne, on n'a pas tout à fait la même situation. Le permis de chasse, par exemple, on l'obtient moins facilement après une préparation plus longue, plus poussée et avec un examen plus exigeant. Et avec des coûts derrière beaucoup plus importants. Donc du coup, il est normal que ce n'est pas un loisir aussi populaire que ça. Alors juste, puisque vous avez la parole, la gestion adaptative, c'est-à-dire en gros, on prélève quand il y a du gibier et on ne prélève pas quand les espèces sont un peu en danger. Ça vous paraît une bonne idée ? Un premier point, je ne comprends pas trop qu'on puisse autoriser à chasser des espèces qui sont déjà dans des difficultés. Et d'une manière globale, les associations de défense de l'environnement aimeraient qu'il y ait une autre démarche en faveur davantage d'autorégulation. C'est vrai, il y a par moments des déséquilibres, souvent provoqués par une gestion préalable qui amène à une population trop importante dans tel et tel habitat. Nous sommes pour, disons, les associations de Poitou-Charentes Nature sont globalement pour un équilibre dans un écosystème qui concerne l'ensemble des espèces. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même plateforme que les chasseurs qui regardent quand même une partie seulement des espèces. Un de nos téléspectateurs nous fait cette remarque. Il s'inspire de la pêche no-kill, vous savez, où on prend le poisson et où on le remet à l'eau. Alors, il nous dit pourquoi les chasseurs doivent impérativement tuer leur gibier. Il
devrait juste le capturer et les relâcher comme le font certains pêcheurs. C'est possible aujourd'hui d'attraper un faisan comme ça et de le relâcher? C'est pas particulièrement comparable. Mais cette notion de gestion adaptative, c'est une demande des chasseurs par rapport à une évolution qui est nécessaire. Parce que là aussi, la chasse, c'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui se passera demain. Et cette réforme, elle donne un sens à une évolution des pratiques de la chasse, de la gestion des espèces, mais aussi de tout ce qui va être un engagement au niveau de la gestion des habitats. En ce qui concerne la gestion des espèces, les 6 espèces qui sont citées dans la première rencontre ne sont que des espèces qui vont être mises sous le contrôle d'un comité d'experts, de scientifiques et autres que le ministre, à ce jour, est en train de constituer, qui va définir l'état de ces espèces, qui en définira, après discussion entre les chasseurs, les associations de protection de la nature. D'ailleurs, j'en profite au passage pour rappeler au public et aux auditeurs que la Fédération des chasseurs, ce sont des associations de protection de la nature et de protection de gestion de l'environnement par rapport à ça. Donc c'est pour ça que nous ne nous opposons pas sur les fondamentaux, mais nous avons besoin également d'évoluer par rapport à ça. Alors, juste, moi je vous propose, Dominique Chevillier, je vous donne la parole dans un instant, mais qu'on voit quelques images, parce que pour savoir combien il y a d'animaux d'une espèce donnée dans un secteur donné, il faut faire des comptages. Regardez, vous allez voir, c'est au mois de février dernier, nous étions avec la Fédération des chasseurs de Charente-Maritime, vous le voyez, on est dans un comptage nocturne avec un projecteur. Alors là, il s'agit évidemment de grands gibiers, on a vu des biches. Là, vous voyez, donc à nouveau, je crois que c'est un chevreuil. Et puis, on va voir également des lièvres. Luc Servant, aujourd'hui, c'est important, là, des sangliers, c'est important de compter les animaux qui sont sur les parcelles des agriculteurs, parce que peut-être que ces animaux, effectivement, leur présence peut être un problème pour votre activité. Alors, si on parle du gros gibier, effectivement, ça, c'est un problème pour l'agriculture. Et on souhaite vraiment l'agriculture qu'il y ait une gestion adapté, je crois que c'est le terme aussi, du grand gibier, pour à la fois en garder un peu, parce qu'il en faut pour l'équilibre des systèmes et des écosystèmes, mais en même temps qu'il n'y en ait pas trop qui amène à faire des gros dégâts sur les cultures. Donc le comptage, alors nous on le fait aussi agriculteurs, parce qu'on est quand même assez souvent des fois dans les champs la nuit, on est souvent dans la campagne, donc on voit les animaux. Par contre, certains animaux qui ne sortent que la nuit, comme les sangliers, qui font des gros dégâts à ce moment-là, là il faut absolument qu'il y ait un suivi précis des espèces pour ne pas arriver à des gros dégâts. Le sanglier, le chevreuil, ça fera partie des espèces qui intégreront la gestion adaptative? De toute façon, déjà, à ce jour... Vous faites déjà de l'adaptation tout ce qui touche le gros gibier, sanglier, chevreuil et cerf, font partie d'une gestion particulièrement serrée. D'ailleurs, la semaine dernière, le président Willy Schren, président de la Fédération nationale, a envoyé une lettre ouverte à toutes les fédérations et à tous les chasseurs de France pour leur demander de manière implicite de chasser le sanglier avec une certaine pression au cours de la campagne en cours, parce qu'il y a des territoires qui ne peuvent plus supporter la densité qu'il y a par rapport aux dégâts, mais aussi par rapport à la proximité urbaine, par rapport à la circulation, et aussi par rapport à un domaine que nous ne devons pas négliger, qui nous arrive à notre porte aujourd'hui en Belgique, qui est la peste porcine africaine. Alors, allez-y, Dominique Chevillier, parce que je voudrais qu'on parle maintenant des chasses traditionnelles, parce que ça fait partie sur les 6 espèces, des sujets d'actualité. Sur les 6 espèces dont on parle, ce sont des espèces qui sont des espèces en mauvais état de conservation. Je vais prendre le cas de la tourterelle des bois. La tourterelle des bois, on a mis 20 ans à obtenir que la loi soit appliquée. C'est-à-dire qu'on ne la chasse plus, notamment dans le Médoc. On ne la chasse plus au printemps, alors qu'elle partait accouplée d'Afrique pour faire des petits. On mangeait le blé en herbe et on flinguait des tourterelles. On a fait des comptages cette année à la pointe du Médoc. Elles sont 3 fois moins nombreuses qu'à l'époque où elles passaient et où elles étaient flinguées au Médoc à la chasse de printemps. Aujourd'hui, l'Europe propose un moratoire sur cette espèce dont il y a un effondrement drastique. La première chose qu'on nous met sous les yeux, c'est de se dire que sur la tourterelle, il y aurait quelque chose à faire. Et la France refuse le moratoire de l'Europe sur la tourterelle des bois. C'est un oiseau emblématique, c'est un oiseau magnifique, c'est un oiseau chargé de sens. Encore, Guy Guédon, dans le Médoc, donc, aujourd'hui, on ne braconne plus la tourterelle des bois? Non, la tourterelle n'est plus chassée au printemps. Elle n'est plus chassée, heureusement.
Mais on a mis 20 ans pour appliquer la loi. Et aujourd'hui, ce moratoire de l'Europe a été refusé par la France. Donc vous voyez que sur la barjaque noire, espèce en très grande difficulté, le courlis cendré également, on autorise encore sur l'estran, c'est-à-dire sur la partie découverte par la mer, les chasseurs de la côte à chasser le courlis. On est sur une situation incroyable où on parle de gestion adaptative en commençant sur 6 espèces qui sont dans des états de conservation pitoyables. Il faut donner un sens aux choses. Alors la gestion adaptative pour le grand gibier, nous on est également pour. Le sanglier mange tout. Le sanglier, il faudra se poser la question de qui a mis les sangliers, comment on le gère, etc. En tout cas, il y a des efforts à faire là-dessus, mais les espèces que vous montrez dans vos enregistrements sont à chaque fois du gros gibier. Le problème, dans le sujet, il y avait aussi les oiseaux. Alors, on a cité tous les oiseaux. Il est quand même beaucoup bien sûr sur les oiseaux. Sur les oiseaux, justement. Hier, François de Rugy a reçu Willy Schran, le président de la Fédération des chasseurs. Et ils ont parlé d'un sujet d'actualité. Ce sont les fameux quotas sur les chasses traditionnelles. Ça nous concerne au premier chef ici en Nouvelle-Aquitaine. Je prends par exemple la situation de la chasse aux alouettes, puisqu'on autorisait jusqu'à maintenant environ 300 000 prélèvements à l'année. Ce sera 100 000 cette année. Les chasseurs des Landes sont vent debout contre cette mesure. Et François de Rugy, qui a donc vu M. Schran hier, dit on va peut-être faire un groupe de travail. Alors est-ce que le gouvernement est en train d'assouplir les quotas qu'il avait lui-même annoncés ? Bon, sur ce point, je ne peux pas vous donner de réponse parce que je n'ai pas particulièrement d'informations dans ce domaine. Le seul point qui fait réagir les chasseurs sur l'arrêté ministériel par rapport aux quotas, c'est qu'il est très différent du consensus qui avait été établi le 24 ou le 26 juillet lors de la Commission nationale de la chasse et de la faune sauvage. Donc, certaines propositions qui avaient été, des propositions bien sûr, validées lors de cette commission, à une grande majorité, pas à l'unanimité, mais à une grande majorité, ont été divisées par 5 voire par 10. Donc aujourd'hui, les chasseurs demandent, je dirais, un peu des comptes par rapport à cela. Est-ce qu'on peut être à la fois favorable à la gestion adaptative et défavorable aux quotas ? Non, la gestion, on n'est pas défavorable aux quotas. D'ailleurs, il ne faut pas croire que la gestion adaptative va résoudre le problème qu'il peut y avoir dans la discussion pour définir les quotas. Ce sera d'abord, une approche qui sera scientifiquement reconnue et dont l'arbitrage appartiendra au ministre de la chasse, donc le ministère de l'Environnement. Sur les chasses traditionnelles de Dominique Chevillon, tout ce qui est les collets, les filets, la glu, tout ça, vous, à l'LPO, vous êtes partisan de l'interdiction. Il y a des aspects, d'abord, d'espèces. Je rappelle que les petits oiseaux, pour faire simple, ont chuté de 30% en termes de population, ce qui signifie quand même qu'on est déjà sur des viabilités de population en difficulté pour certaines espèces. Les alouettes, prenons le cas des alouettes, un effondrement qui est très fort sur les alouettes. L'année dernière, les chasseurs ont tué environ 60 000 alouettes dans les Landes, et cette année, ils avaient proposé 210 000. Le ministre a dit, vous pourrez en tuer le même nombre que vous avez tué l'année dernière, sur une population qui subit 30% de pertes aujourd'hui, de diminution. Vous voyez bien qu'on est sur des chiffres et on est sur des réflexions qui ont quand même pour finalité la chasse, c'est-à-dire tuer certains oiseaux, certains animaux, et qu'on n'est vraiment pas en relation encore. Alors moi, j'entends Guy Guédon et la gestion adaptative, quelque part, est une formule intéressante. Mais si la finalité qu'on voit sur le terrain, par exemple dans les Landes, c'est de demander 210 000 là où on chassait 61 000, et que le ministre accepte 61 000, ça veut dire qu'on reste en l'état sur une population qui a diminué de 30%. Donc, si vous voulez, la méfiance est de mise. La méfiance est de mise. Et moi, je suis comme chacun d'entre nous, on est comme saint Thomas. On ne croit que ce qu'on voit et ce qu'on vérifie. Donc, il y a des stratégies. Je pense que c'est normal que les sociétés de chasse, que les fédérations aient des stratégies pour dynamiser, je dirais, leur activité, qui pourrait leur en vouloir. Chez chacun. Mais en tout cas, le début de cette affaire, à nouveau, est mal parti pour nous, à ce jour. C'est aussi votre avis, Klaus Waldeck ? Je pense que c'est un mauvais signal. D'ailleurs... Vous avez l'impression que François de Rugy, aujourd'hui, il est un peu trop proche des chasseurs ?
En tous les cas, plus que l'était Nicolas Hulot. Parce qu'on a un commentaire qui nous dit « François de Rugy commence très mal. Le nouveau ministre de la Transition écologique a manqué magistralement ses débuts. » Je pense que tout le monde a compris que M. de Rugy n'était pas là pour faire exploser la maison. Surtout à 6 mois des européennes, peut-être. Bon, je suis un petit peu d'accord avec M. Guedon quand il dit on n'est pas sûr que la ligne annoncée par le président soit maintenue, poursuivie fidèlement. C'est quand même une affaire politique aussi actuellement. Je voulais juste ajouter, on a aussi, comme la LPO, des contacts avec les chasseurs. Bon, je suis administrateur aussi en Deux-Sèvres. Avec la Fédération de la chasse de Deux-Sèvres, il y a eu des échanges, par exemple, avec Deux-Sèvres Nature Environnement. Il y a eu même, je pense, une coopération en 2000 qui n'a pas été poursuivie. Mais nous parlons, tout à fait. L'un des problèmes que nous avons, c'est notamment la position sur le scientifique dans l'argumentation. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec les chasseurs quand ils disent nous appuyons sur tout, disons, un peu généralement sur la science. Par exemple, pour la définition des nuisibles, nous n'avons pas cette option-là. C'est un autre sujet, mais il est vrai aussi que la chasse française est un petit peu un exemple à part quand on regarde avec d'autres pays où la chasse à courre a été interdite depuis des dizaines d'années en Allemagne, mais aussi en Angleterre plus récemment. Justement, parlons d'image des chasseurs, parce que c'est aussi le thème de cette émission ce soir. Vous voulez dire un mot sur ce sujet avant qu'on parle? Non, juste un mot malgré tout, parce que nous parlons de la gestion adaptative comme si elle était définitivement adoptée et qu'elle était en place. Donc aujourd'hui, c'est une volonté. D'abord, c'est une volonté des chasseurs que de la pratiquer, mais les modalités d'application et autres sont très très loin d'être définies. Et donc aujourd'hui, pour la mettre en œuvre pour la saison de chasse en cours aujourd'hui, il me semble quand même que le calendrier va être un petit peu court. Et si on a souhaité que cette gestion adaptative se mette en place, c'est parce que stratégiquement, nous avons une volonté que les pratiques de chasse, de gestion, de prélèvement et autres évoluent. Alors justement, Guy Guédon, ça nous amène à la campagne de publicité que vous avez donc diffusée, je dis vous, la Fédération des chasseurs, début septembre. Regardez les images. Voilà, c'est un peu ce qui produit ce débat ce soir. Les chasseurs premiers écologistes de France. Alors évidemment, ça a fait réagir. Quand cette affiche a été vue par des centaines de milliers de Parisiens dans le métro, la RATP, elle a estimé, sa régie publicitaire, que peut-être l'affirmation était un peu rapide. Et elle a fait rajouter un petit point d'interrogation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce petit point d'interrogation, c'est le nôtre. Les chasseurs sont-ils les premiers écologistes de France? Pourquoi ce slogan, Guy Guédon? Est-ce que c'est un peu de la provocation? À mes yeux, ce n'est pas de la provocation, c'est une réalité. Les chasseurs, de par leur nombre aujourd'hui, et les actions qu'ils conduisent sur le terrain, jusqu'à présent, les chasseurs avaient, je dirais, une attitude pour vivre heureux, vivons cachés. C'était un peu aussi la culture du monde rural dont on a hérité. Avec la réforme de la chasse qui a été souhaitée par les chasseurs, avec la gestion adaptative qui a été souhaitée par les chasseurs, on a aussi souhaité communiquer sur ce que nous faisons réellement sur le terrain en faveur de la biodiversité, en faveur donc de la gestion des espaces et de la gestion des espèces. Alors, un slogan publicitaire reste un slogan publicitaire. Malgré tout, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un peu plus de 520 000 bénévoles qui sont actifs au niveau des aménagements, de la gestion de leur territoire. Il y a plus de 1000 projets en faveur de la biodiversité chaque année qui sont recensés sur notre application et sur notre site Synaction Biodiv. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont connues dans le microcosme de la chasse, qu'on partage de temps en temps avec nos collègues. Donc, mais que le grand public ne connaît pas. Alors, le grand public, Guy Guédon, regardez cette image. Le grand public, il connaît cette image. C'est l'homme à la pelle, le fameux homme à la pelle. C'était dans les Landes, à Odon. Voilà, Alain Bougrain-Dubourg qui vient démonter des filets donc, qui étaient là pour capturer des pinsons.
Et voilà, l'homme à l'appel arrive en slip. Voilà. Alors, est-ce que la campagne, au fond, elle est la réponse à ce genre d'image, Guy Guédon? Est-ce qu'elle est là pour compenser ce genre d'image? Absolument pas. Absolument pas. Je ne veux pas dire que c'est un épiphénomène, mais bon... Je rappelle qu'il a été condamné, lui et son fils, à environ 3 500 € d'amende, si on fait la somme de toutes les amendes. Et d'autres chasseurs par rapport à ça, sur d'autres sujets dans ce département, je dirais que ça fait partie aussi de l'histoire. Ça fait partie d'une anecdote qui est mise devant, qui ne représente absolument pas. C'est les images, images qui ont frappé, qu'on a vues dans le monde entier. Non, mais c'est une image, mais évidemment, elle est amusante, parce que voir un mec en slip avec une pelle, on ne peut pas trouver beaucoup mieux. Hein. Mais aujourd'hui, cette image-là ne représente pas du tout l'esprit du monde de la chasse. Bon, là, je ne souhaite pas épiloguer sur ce sujet-là, parce que bon, il y a aussi d'autres préoccupations, d'autres problèmes qui touchent à la propriété, etc. Donc, personne n'est blanc, n'est tout blanc ou tout noir dans cet aspect des choses. Non, mais ça m'amène à une question à Dominique Chevillon, parce qu'Alain Bougrain-Dubourg, par rapport à cette campagne de publicité, il dit une chose, il dit en fait les chasseurs n'entretiennent pas la nature, ils n'entretiennent que le gibier. Vous êtes d'accord avec cette affirmation de votre président? Je crois qu'il y a quand même deux mondes, et il faut le dire. Et d'ailleurs, je pense que pour connaître Guy Guédon, je sais ce qu'il fait. Nous avons même, je dois le dire, distingué, on était avec Luc Servant, une action qui s'appelle les chemins ruraux, le chemin d'Ardin, qui est une action sur, je dirais, les milieux. Sur la préservation de certains milieux ou la restauration de certains milieux. Donc, on est sur deux mondes. Il faut bien voir en tête que la chasse, c'est comme l'agriculture. Il y a des agricultures et il y a des chasses. Et puis, il y a des chasseurs. C'est d'ailleurs une problématique pour les chasseurs. Je crois que le slogan est le slogan. Il a des qualités, il a des défauts. Que la chasse veuille être mise en lumière, là encore, qui pour son activité, qui ne le souhaite pas. Bon, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Simplement... l'écologie, d'abord, les chasseurs ne travaillent que sur le terrestre. L'écologie, c'est aussi sur le monde marin. Moi, je suis un côtier, et là, si vous voulez, on est seul. On est quand même... C'est dommage, d'ailleurs. On aimerait être nombreux sur ces sujets-là, parce que peut-être l'avenir vient de la mer, d'ailleurs. Mais sur l'écologie, la restauration des milieux, c'est vraiment un job. C'est aussi le job des agriculteurs. Je propose qu'on demande à Luc Servant. Je crois que là-dessus, il y a quand même un acteur qui est absolument essentiel. Il y a 80% du foncier qui est un foncier agricole. Et bien justement, Luc Servant. Donc on ne peut pas se priver des agriculteurs. On laisse juste un mot, Luc Servant. Vous aussi, vous êtes les premiers écologistes de France. Oui, parce que effectivement, c'est le monde agricole qui occupe la plus grande partie du territoire, autour de 80%. Mais pour revenir à la question que vous posiez sur l'image des chasseurs, est-ce qu'ils entretiennent la nature ou est-ce qu'ils entretiennent le gibier? Moi, je mettrais en avant les actions qu'on mène entre le monde de la chasse et le monde agricole pour justement essayer de préserver le gibier, voire de diversifier les milieux pour permettre à un gibier de diversifier, de venir. Et ça, on a beaucoup d'actions qu'on mène de pair avec le monde de la chasse. On a le programme Agrifaune qui se développe dans la région et dans l'ensemble des départements. On travaille sur les couverts végétaux, on travaille sur les bandes enherbées, sur la replantation de haies. Ça avec les chasseurs parce que c'est eux qui nous le demandent pour remettre du gibier, de la diversité dans les milieux. Donc je crois que là, il y a un travail. C'est pas uniquement pour le gibier, c'est bien aussi pour l'ensemble des milieux. Justement, je vous propose de regarder un exemple. Vous allez voir, on va aller dans les Deux-Sèvres. C'est un reportage de Frédéric Carteau et Stéphane Borin. Ils sont allés il y a quelques mois, c'était en pleine sécheresse déjà, c'était il y a un an environ, justement sur le terrain. Regardez, les chasseurs entretiennent, comme on l'a dit, à la fois le gibier et l'espace reportage. C'est pour le plaisir des yeux, comme cette biche qui traverse cette parcelle, pour le plaisir des oreilles avec ce chant de l'aube, qu'ils viennent chaque jour aux aurores dans cette nature qu'ils aiment tant. On devrait revoir d'autres chevreuils dans les petits pois. Une nature fragile, peuplée d'innombrables animaux sur laquelle René, Dominique et Pierre portent une attention particulière en cette période de forte chaleur. Ici, la petite rivière Le Palu est quasiment à sec, une inquiétude pour nos chasseurs. Ah, plus qu'une inquiétude. Là, c'est une grande préoccupation.
Parce que là, d'ici quelques jours, il n'y a plus rien. Petits et grands mammifères, poissons et même les batraciens souffrent de la canicule. Alors pour compenser le manque d'eau, les chasseurs créent, entretiennent et alimentent des sortes de mares pour leur garantir une survie. C'est des générations d'avant qui avaient commencé à s'occuper de faire ces mares pour les gibiers et tout. Et voilà. Et puis après, nous, on a continué. Aujourd'hui, dans cette forêt, les animaux en ont une 60aine à leur disposition. On voit des tritons, des petits tritons, et puis il y avait des grenouilles, la sonde. Dans les 24-48 heures, là, si la chaleur est aussi intense, de remettre au moins en eau pour pas que la pellicule se craquelle. Et puis surtout que les animaux se souillent, mais surtout ils s'abreuvent avant. Une attention pour cette faune sauvage qui va bien au-delà de la surveillance des niveaux de l'eau. Chaque jour, nos hommes procèdent également à un agrénage pour inciter les animaux à rester dans la forêt et qu'ils n'aillent pas détruire les champs de céréales des agriculteurs. Allez, vous savez, vous pouvez participer à cette émission en nous interpellant via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. D'ailleurs, une remarque et un message qui nous est arrivé via Facebook. La chasse, ça gêne qui? Dans les villages, des chasseurs gèrent la faune sauvage, on vient de le voir, tant qu'ils respectent les règles de savoir chasser et de savoir vivre. Denis Chevillon, c'est un bon exemple, c'est vertueux ce qu'on vient de voir. Si vous voulez, moi je crois que la gestion de la nature, c'est infiniment plus complexe que ce qu'on vient de voir d'une façon idyllique. Je reviens à la finalité. Qu'est-ce qui nous sépare des acteurs de la chasse, qui sont des acteurs de terrain, que nous reconnaissons bien sûr comme les agriculteurs, puisque nous sommes ensemble, nous partageons les mêmes espaces. En fait, c'est quand même le fusil. La finalité, à un moment donné. Donc, moi, j'ai une question existentielle. Je la pose souvent à des gens que je connais qui font de la chasse. Je leur dis, vous qui admirez le vol d'une tourterelle, vous qui vous émerveillez du vol d'une bécassine, et vous le décrivez très bien, et vous adorez cet animal-là, pourquoi allez-vous jusqu'à appuyer sur la gâchette pour le faire, je dirais, tomber en plein vol et en faire une masse inerte et sanguinolente? C'est ce qui nous sépare, fondamentalement. Et là, vous voyez bien que si on peut se rapprocher sur certains domaines de gestion de milieu avec des exemples beaucoup plus complexes, parce que là, c'est quand même, si vous voulez, un petit peu, je dirais c'est trop simple, quoi, comme exemple. Il y a cette finalité, à un moment donné, et là, on retombe sur les quotas, on retombe sur la pression de chasse, et c'est vraiment, aujourd'hui, ce qui nous sépare encore. Et fondamentalement. Ça marche, Luc Servant, là, de maintenir le gibier dans certains espaces pour éviter qu'il aille sur vos terres? C'est effectivement une des solutions, parce qu'à un moment donné où il y a beaucoup trop de gibier, de gros gibier, de sangliers, et ça devient quand même un problème assez important en France, sur l'ensemble du territoire. Pour éviter justement que le gibier parte dans les récoltes et s'installe dans des champs de maïs ou des champs de colza et il reste et fasse de gros dégâts, il y a la solution de le maintenir dans les bois. Mais encore une fois, ça permet aussi il faut, en parallèle de ça, maîtriser la population. Il ne faut pas que ce soit justement une mesure qui développe la population, ce qui est à l'encontre de l'objectif recherché. C'est un bon exemple, ce qu'on vient de montrer, Guy Guédon? À mes yeux, c'est réducteur. À mes yeux, c'est réducteur parce que montrer la chasse avec, disons, des reportages majoritairement de gros gibier, voilà, de forêt, alors que le véritable problème écologique aujourd'hui en matière de chasse, mais de faune sauvage dans sa globalité, c'est justement tout ce qui touche la petite faune sauvage et les zones de plaine, avec justement les destructions de la majorité des habitats, et je dirais la disparition aussi des ressources alimentaires. Donc on parle de quoi? Des perdrix, des faisans? Perdrix, faisans. Ça, c'est les espèces, disons, chassées. Et il y a aussi les problèmes sanitaires avec la disparition du lapin de Garenne et du lièvre, majoritairement également. Ce sont là. Alors, quand on aménage un territoire et qu'on favorise le développement de la perdrix et du faisan, eh bien, toute la petite faune sauvage présente sur ce territoire, en matière d'habitat et en matière d'alimentation, en profite. Alors justement, Guy Guédon, je vous interromps juste parce qu'on va regarder un exemple de lâcher. On sait tous, au moment de l'ouverture, qu'il y a des lâchers. Regardez ce qui se passe avec ce reportage qui a été tourné en Charente par Bruno Pilet et Christophe Guinaud, et vous verrez qu'il y a peut-être des solutions pour améliorer encore cette technique de lâcher. Regardez.
Dans cet élevage, des gibiers à plumes à récupérer pour les livrer aux sociétés de chasse, comme ici, des faisans de première qualité. Un beau plumage, uni, autour de l'œil qui est correct, pas d'infection respiratoire, pas de parasites extérieurs, pas de poux, pas de diarrhée, pas d'odeur. Voilà. Tous les ingrédients pour un oiseau de qualité. Les oiseaux ont environ 22 semaines lorsqu'ils sont vendus, le fruit d'une année de travail. Les œufs de perdrix, on les produit sur le site. Donc on fait naître nos perdrix, on vend de l'œuf de perdrix en Angleterre. Et le faisan est acheté un jour et élevé après sur le site. La pratique du lâcher d'animaux quelques jours avant l'ouverture n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Selon le président de la Fédération des chasseurs de la Charente, une autre méthode existe. En août, on préconise le lâcher de perdrix royale, qui est une perdrix labellisée, une perdrix de souche pure, et qui permet de retrouver un gibier de qualité, un gibier très proche du gibier sauvage à l'ouverture. En Charente, il existe une dizaine d'éleveurs de gibier pour les 13 000 chasseurs du département. Allez, avant que vous réagissiez, je voudrais juste... vous avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi appuyer sur la gâchette ? Eh bien, réponse d'un des téléspectateurs qui nous a passé ce message via les réseaux sociaux. Eh bien, tout simplement pour manger un gibier propre sans produits chimiques. Vous entendez cet argument ? Moi, je ne l'entends pas, parce que d'abord, ce gibier, on le voit bien ici, c'est quand même pas faire de l'écologie que d'introduire massivement des espèces qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, qui n'apportent rien à cet environnement et à ce milieu, sauf aux chasseurs qui souhaitent, je dirais, mener leur activité. Mais Guéguédon, vous avez, vous lâchez, en là, plus, vous avez ils ne survivent pas, ces perdrix et ces faisans ? Le gibier tué au plomb, ouais. Le gibier, en plus, vous savez que le saturnisme, etc., les ingestions de plomb, on a des études aujourd'hui qui sont arrivées qui indiquent que les chasseurs doivent faire attention également à leur alimentation sur le gibier. Donc, une alimentation saine pour du gibier d'élevage qui, en plus, est flingué avec des pions, du plomb, je ne sais pas. Je sais pas, je pose la question. Enfin, c'est pas moi de D'accord, répondre. mais Guéguénon, quand on lâche des perdrix, des faisans, combien survivent vraiment et combien peuvent participer à leur repopulation naturelle ? Alors, aujourd'hui, il est estimé qu'environ 40 à 50% des oiseaux lâchés sont prélevés. Je dirais que cette pratique tend à se réduire. Tout du moins, c'est aussi une volonté que nous avons par rapport à cela. Le président de la Charente, mon collègue de Charente, Bruno Meunier, évoque donc cette sélection de perdrix pour des perdrix de repeuplement. Donc actuellement, sur nos départements du sud-ouest, mais les pictos charentais sont un peu leaders dans ce domaine-là, tant sur le perdreau rouge que sur la perdrix grise. On essaie de travailler les conditions d'élevage pour en faire des zones de repeuplement, mais aussi des zones de repeuplement sur lesquelles la chasse est fermée. Et ça, c'est accepté par les chasseurs. D'ailleurs, sur la partie de Sèvres, nous travaillons dans le sud sur la perdrix grise. D'ailleurs, comme le font aussi nos collègues du département les départements de Picardie et de Beauce. Mais à notre niveau, nous travaillons sur la perdrix grise en relation avec le CNRS de Chizé pour étudier aussi le régime alimentaire, parce qu'il est démontré aussi aujourd'hui que le régime alimentaire des oiseaux que l'on prépare pour repeupler, là je parle plus c'est du repeuplement que de lâcher, eh bien parce que l'objectif c'est demain de reconstituer des populations de gibier naturel pour éviter, peut-être totalement, c'est peut-être illusoire, mais pour limiter considérablement les lâchers de gibier de tir. Alors, ça, c'est la volonté. Guéguénon, je vous arrête parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission et je voudrais quand même qu'on aborde un sujet qui est un sujet central entre ceux qui nous regardent, les chasseurs. C'est la cohabitation sur l'espace naturel. Parce que, pas plus tard que la semaine dernière, un jeune chasseur de 19 ans a été condamné à 1 an de prison ferme et 2 ans avec sursis pour avoir accidentellement tué un jogger d'une balle dans la tête. Ça s'est passé en Haute-Savoie il y a 3 ans lors d'une battue au sanglier. Ce genre d'affaires, aujourd'hui, rend la population extrêmement prudente parce qu'on sait que il y a chaque année environ 150 accidents de chasse en France, environ une vingtaine mortels en moyenne. On va dire, on va voir quelques chiffres.
il y a eu 350 morts lors d'accidents de chasse depuis 2000, 21 accidents mortels par an, je le disais. 80 à 90% des morts sont des chasseurs. Hein. C'est-à-dire que l'exemple que je viens de citer est assez exceptionnel, mais il marque les esprits et il donne le sentiment, au fond, qu'il faut se disputer cet espace naturel. Est-ce que parmi vos adhérents, Klaus Waldeck, on le ressent, ça, aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas se promener aussi librement qu'on le voudrait dans l'espace naturel? Je sais qu'il y a des gens qui ne se sentent pas sûrs quand ils entendent qu'il y a même des propositions d'utiliser un silencieux pour chasser, c'est la cata. C'est la cata. Mais bon... Je voudrais quand même revenir un petit peu. Il faut qu'on avance sur le débat, oui, s'il vous plaît, parce que sinon, si on revient, il nous reste 10 minutes. Les gens ne se sentent pas sûrs, sauf quand ils sont bien prévenus. Bon, il y a quand même des groupes de chasseurs qui font bien le travail pour sécuriser les sites. Bon, je peux en parler parce que j'habite dans le rural aussi, dans mon département. Mais je pense que ça pose le problème de la formation. On peut ne pas être chasseur et pourtant demander que la formation des jeunes chasseurs notamment soit prolongée pour éviter ça. Guy Guédon, sur les accidents de chasse aujourd'hui. Bon, les accidents de chasse sont plutôt moins élevés que ce qui est annoncé. On est plus près de 15 que de 20, mais bon, c'est toujours 13 sur les derniers chiffres officiels. Voilà. De toute manière, à partir de, ce serait même un mort, c'est toujours trop. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, les raisons sont diverses et variées, et c'est souvent aussi des battues, c'est souvent oui, puis des auto-accidents et des manquements à la sécurité. Et sachant que par rapport à cela, les fédérations de chasse sont toutes engagées de manière très très impliquée sur les formations sécurité. Donc, au niveau du permis de chasser, donc j'entends donc Monsieur Waldeck, par rapport donc à la formation en Allemagne, on n'est pas tout à fait rendu à ce niveau-là, mais aujourd'hui, la formation du permis de chasser est devenue quelque chose d'assez solide et compliqué. Ça veut dire aussi que le volet sécurité est déjà présent, que nous faisons encore des formations sécurité systématiquement pour les chasseurs en battu et que nous obligeons dans les schémas départementaux que les dirigeants de battu soient formés à la sécurité, mais avec le port de gilets fluo, etc. Donc ça, c'est un point par rapport à la sécurité. L'autre élément, c'est par rapport à la cohabitation. Aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de contacts qui sont faits, des partenariats qui sont signés avec les utilisateurs de la nature, comme les randonneurs et autres marcheurs. Donc, on n'est probablement pas encore parfait, mais il y a une véritable prise de conscience. Et de manière générale, moi, vous voyez, depuis que je suis président de fédération même départementale, je n'ai pas encore, depuis 2010, de courrier de plainte de promeneurs. Ouais. Dominique Chevillon. Moi, je crois que l'usage de la nature... aujourd'hui, et je dirais, est occupé... On nous dit sur Facebook qu'il y a un grand manque de vigilance de la part des chasseurs. Pleinement. Je ne reviens pas sur le risque. Tout le monde déplore ce qui se passe, et les chasseurs, je pense, les premiers. Non, mais l'usage de la nature nécessite, et là, un homme d'ouverture comme M. Guy Guédon, qui est à la Fédé nationale, devrait, je crois qu'il faudrait que la chasse fasse un geste sur le fait qu'on ne chasse pas tous les jours. À un moment donné, si vous voulez, remplir complètement l'espace, et ne pas laisser les usagers sur une journée ou sur 2 journées libres. Il ne faut pas chasser le dimanche. Je ne sais pas si c'est la chasse le dimanche, parce que tout le monde est sur le dimanche, mais c'est commencer déjà par un jour dans la semaine sans chasse, qui permettent, si vous voulez, aux usagers librement d'aller voir des fleurs, d'aller se balader, l'esprit tranquille. Ce serait déjà quelque chose qui serait vraiment constitutif d'un vrai geste. Je pense que aujourd'hui, la chasse est un peu bloquée là-dessus. C'est un usage outrancier de la nature que d'avoir tous les jours de chasser et de dire aux autres usagers, écoutez, voilà, hein, vous faites avec. Vous faites avec. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils en disent de cette idée, Luc Servan? Nous, enfin, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de chasseurs dans les champs. Quand vous travaillez. Voilà, lorsqu'on les travaille. Ah oui, voilà. Ça, c'est acquis. Après, on sait très bien que si on veut que les chasseurs profitent aussi de la campagne, qu'il faut la partager. Et parfois, comme on leur fait appel pour gérer le gibier ou le gros gibier, on sait très bien qu'il faut qu'ils soient présents à ce moment-là. Alors justement, vous parliez du gros gibier. Regardez, on va voir comment vous essayez de lutter contre la prolifération des sangliers notamment. Voici un exemple en Charente avec Jérôme Deboeuf et Cécile Landais.
Dans cette prairie, au premier coup d'œil, ces agriculteurs de Pranzac et Mornac identifient l'origine de ces retournements de terre. Les sangliers sont passés ici pour rechercher de la nourriture. Pour moi, c'est fini. Il faut la refaire entièrement. Et bon, au printemps, c'est difficilement envisageable. Et même si ça se fait au printemps, j'aurai pas de fourrage pour mes vaches, pour la pâture de mes vaches. Autour de ces parcelles de terre qui serviront de pâturage, des bois denses où se réfugient les sangliers. On est en surpopulation de ces animaux dans le secteur bois blanc, bois long, ce qui amène à des dégâts diffus tout autour de la zone. En tout, 20 000 € de dégâts en 2016 dans le secteur. Prairies, maïs, blé, tout y passe. Selon la coordination rurale qui lance cette alerte, la situation échapperait totalement au contrôle de la Fédération de chasse de la Charente, qui doit réguler ces populations. Le syndicat agricole cite l'exemple du Gard, où 35 000 sangliers ont été abattus en 2016. Cet animal y est classé espèce nuisible. Le Gard était dans notre situation il y a quelques années. Donc aujourd'hui, si on ne maîtrise pas, si on ne freine pas et on n'abat pas de manière importante les sangliers, on ne va plus arriver demain à les maîtriser. On ne pourra plus gérer quoi que ce soit. Du côté de la Fédération de chasse de la Charente, on refuse le classement en espèces nuisibles. En revanche, on milite pour des battues plus précoces. Alors, Luc Servant, combien ça vous coûte dans votre département de Charente-Maritime chaque année les dégâts du grand gibier, par exemple? Le montant des dégâts de mémoire est tourné autour de 350 000 € à 400 000 €. Alors, c'est fluctuant selon les années parce que c'est le prix aussi des produits agricoles. Mais on voit qu'effectivement, il y a toujours des dégâts qui sont là avec des secteurs qui posent de gros problèmes. Si les dégâts étaient diffus sur l'ensemble du département, ça paraîtrait moins. Mais on sait qu'il y a des secteurs, il y a de gros dégâts, des prairies qui sont retournées, des agriculteurs qui n'en peuvent plus par endroits. Et là, il faut vraiment qu'on travaille de pair là, avec les chasseurs pour gérer ces situations très conflictuelles aujourd'hui. J'ai lu 50 millions d'euros par an. C'est le chiffre qu'il faut retenir? Même un peu plus. Plus combien? 60? On est plus près de 60 que de 50 millions d'euros de dégâts. Et ce sont les chasseurs qui payent ces dégâts aux agriculteurs? Oui, mais directement par leur cotisation. Ce n'est pas forcément une situation satisfaisante. Parce que vous savez, un agriculteur qui a des dégâts, d'abord c'est son travail qui est détruit. Lorsque l'on est dans des périodes de sécheresse comme cette année et que vous avez en face de vous des éleveurs qui voient leurs récoltes qui sont abîmées par les sangliers, vous pouvez leur donner de l'argent. Le plus important pour eux, c'est de retrouver le fourrage pour nourrir leur bétail. Et vous savez très bien que dans les périodes de pénurie, ce sont des coûts relativement élevés. Et puis en plus, un agriculteur qui aime son travail et qui aime ses champs, eh bien, n'aime pas trop que ses récoltes soient abîmées. Allez-y, monsieur Servant. Parce que je crois qu'il faut distinguer les dégâts qui sont indemnisés, c'est les chiffres dont on parle, et les dégâts qui sont subis par les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de petits dossiers, on va dire, qui ne sont pas indemnisés, parce qu'il y a une franchise, et l'agriculteur qui voit apparaître dans sa parcelle des dégâts, des trous par-ci par-là sur une prairie, une petite partie de culture qui est détruite. Ça, c'est pas indemnisé, parce que ça vaut pas le coup de faire un dossier, mais par contre, c'est quand même très gênant pour l'agriculteur, c'est difficile à supporter, et ça se multiplie sur une grande partie. Il nous reste 2 minutes d'émission. Dominique Chevillon, vous acceptez l'idée que le chasseur soit aussi un régulateur? Écoutez, le déséquilibre actuel est tel que, effectivement, sur du gibier qui s'est développé considérablement, il faut trouver des solutions. Surtout qu'on est sur des animaux comme les sangliers qui sont omnivores et qui mangent tout. Donc, on nous pose la question, pourquoi le chasseur paie les dégâts dont il n'est pas responsable? Parce que c'est le gibier. Ça fait partie, je dirais, de l'histoire et du contrat passé entre le monde de la chasse, le monde agricole et l'État. C'est-à-dire que la disparition du droit d'affût qui était attribué aux agriculteurs à une période a eu une contrepartie, la prise en charge par les chasseurs des dégâts de sangliers. Il nous reste 1 minute d'émission. Pardon, je vous ai coupé, Dominique. Oui, non, en fait, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce qui nous sépare et on n'a pas assez parlé de ce qui pourrait nous rapprocher, en tout cas pour un monde où les milieux pourraient, je dirais, subir des restaurations avec l'aide de l'agriculture qui est quand même un vrai sujet. Et en tout cas, ce que je voulais, avant de terminer l'émission, c'est peut-être un clin d'œil à Guy Guédon, lui offrir un livre. Parce que les balades dans la nature, je pense que quand il dit qu'il adore la nature, ce sont des balades sur la nature où on se balade sans fusil. Et là, quelque part, on peut se rejoindre sur quand même les beautés de la nature. Ici, on voit des vanneaux huppés. Voilà. Mais en tout cas, il y a un vrai travail, la gestion adaptative, peut-être, mais avec beaucoup d'intégrité et beaucoup de...
Il y a un gros travail à faire ensemble. Alors voilà, ce sera le mot de la fin. Travailler ensemble, donc chasseurs, défenseurs de l'environnement, agriculteurs. Merci beaucoup tous les quatre d'avoir participé à cette émission. J'ajoute, si vous voulez la revoir, qu'elle est évidemment en ligne sur les pages Facebook de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. Elle est rediffusée samedi à 14h45. La semaine prochaine, on parlera de vos voitures. Excellente soirée à tous.